Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Je crois que ce studio est trop petit pour nous deux, camarades. Le seul moyen d'allonger la bande, c'est d'essayer de ne pas la raccourcir. Est-ce que tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $? Ah oui? Ça tombe bien, j'ai pas le sans contact. Je suis un cinéphile très patient. Mais quand l'échéance arrive, j'appuie sur lecture, quoi qu'il arrive. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un lecteur chargé et ceux qui ont un écran qui grésille. Toi, tu grésilles. On rencontre quelquefois un bon film sur la route que l'on a prise pour l'éjecter. D'ailleurs, de quel long métrage il s'agit? Le bonbon, la bûche et le friand. Ah ouais? Ah non, bah non, du coup, non, ça m'intéresse pas trop. Le food porn, très peu pour moi. Oh, tu es sûr? Ouais. Sans regret? Comme tu voudras. Passe une bonne journée, l'ami. Eh, bonjour Fabien, comment ça va? Ah ouais, très bien, aussi bien qu'une petite biche dans un champ de blé, Mathieu. Oh, ça c'est bon à savoir. Oh là là. Oh, fais gaffe avec ton arme là, tu me tires dessus ou quoi? Oh mais non. Hop, bah si en fait, voilà. désolé. Voilà, je vais mourir. Heureusement, j'avais pas lu. Hein. Pas la sécurité, mais en tout cas, nous on vous propose de sécuriser votre soirée. Bienvenue dans la 25e émission de VHS. Visionnage hautement subjectif, spécial western. Ouais, ou spécial paysan, on sait pas trop avec Mathieu quand on s'est vu à la caméra. Oh ben, je peux faire l'accent vaché si tu veux, mais je pense plutôt que là, c'est pas l'ouest de la France qu'on va faire, c'est l'ouest des États-Unis. Ouais, je crois, regarde avec les petites bretelleuches là. Ah oui, dit, voilà, là, cette émission, on va avoir le plus de charisme. Faut être mormon pour ça, pas du c'est pas tout possible. Et Mathieu, c'est Crocodile Dundee, regardez. Placement de produit. Non, c'est Crocodile Dandy. Voilà. Dandy. Bon, en tout cas, on est très content de vous retrouver. Puisqu'effectivement, vous l'avez très bien compris, on va parler de western. C'est un des derniers termes larges qu'on n'avait pas parlé. Et on est à la 3e saison, c'est quand même dingue qu'il ne soit pas venu avant. C'est parce que le cinéma est infini. Est infini. Donc voilà, et Mathieu, comme les plaines. Comme toujours, j'ai envie de te demander, comme un bon vieux cowboy, qu'est-ce que c'est que le western, Bobby? Qu'est-ce que c'est le western? Mais je vais le dire, Jimmy. C'est justement quelque chose d'aussi vaste que les plaines du Midwest. Okay. Il s'agit d'abord d'un genre spécifiquement américain, puisque à la base, c'était les États-Unis, comme ils n'avaient pas de mythologie, ils se sont créés une mythologie avec justement cette conquête vers l'Ouest, la destinée manifeste. Bref, ils se sont créés aussi une idéologie, une façon de penser, puisqu'ils sont vus comme des pionniers. Et donc, pour mythifier cela, ils ont fait donc la conquête de l'Ouest. Et pour ça allait dans plusieurs directions, plusieurs manières de le faire. Il y avait la lutte contre les Indiens, parce que justement c'était la civilisation qui prenait place sur le sauvage, enfin évidemment avec les guillemets qui vont aujourd'hui. Ensuite, il y a eu des films comme ceux de John Ford qui au contraire amenaient les Amérindiens à faire partie du projet américain. Malheureusement, ce brave John Ford n'a pas eu de suite à ce niveau-là. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma américain a pu s'exporter plus facilement avec l'occupation de GIs en Europe. C'est venu en France, c'est venu aux États-Unis, c'est venu en Italie, c'est venu en Allemagne. Et donc là, on a eu déjà deux nouveaux types de westerns qui sont apparus. On a eu le western européen, en particulier le western spaghetti, mais le western allemand aussi, qui était très intéressant là-dessus, qui passait justement non plus à un mythe américain, mais plutôt à une façon de
projeter une sorte de réalisme magique sur justement un espace sauvage. Très intéressant là-dessus. Et les Américains, eux, commençaient à faire leur autocritique, en particulier sur les massacres envers les Amérindiens. Et ça a donné lieu dans les années 70-80 à ce qu'on appelle le western crépusculaire, dont Impitoyable de Clint Eastwood est l'archétype. C'est-à-dire, finalement, la conquête de l'Ouest, c'était surtout du désespoir et de la saleté. Et maintenant, ça revient, encore une fois, parce que c'est comme les États-Unis, c'est un cycle, ça ne peut pas s'arrêter. Et il faut qu'ils reviennent à leur histoire de base. Et justement, maintenant, ça redevient une quête du héros. Mais des héros qui ne peuvent plus être tout blancs ou tout noirs. C'est plutôt une recherche de qu'est-ce que c'est l'Amérique. Bien. Mais écoute, Mathieu, tu m'impressionnes parce que je ne savais pas tout ça. Juste un petit truc aussi, il existe des easterns. Ce sont des westerns soviétiques où les Turcs remplacent les Mexicains. Et là, c'est donc la conquête de la grande plaine d'Asie centrale par les troupes russes. Ne dis pas qu'ils ont fait un bon La Brute et le Truand version soviétique. Je ne sais pas si ça existe, mais ça mettrait le coup d'être vérifié. Merci pour cette définition large mais intéressante effectivement du western. Et malheureusement pas exhaustive, tellement c'est grand. Non, moi j'ai envie de lancer un nouveau western, Mathieu, je sais pas, western Panzani. Oui, c'est comme le spaghetti mais beaucoup plus court. C'est-à-dire ça dure 20 minutes. Cuisson du méchant 20 minutes, pasta, déposa, et puis voilà, on peut les manger. Avec pas mal de sauce tomate pour faire le sang. Exactement. On va arrêter, on va commencer avec mon film, d'accord? Oui. T'es prêt? Ton film. Allez, lance le film avec ton... Allez, je vais aller flinguer là, les gens là. L'attaque du Grand Express. Allez, c'est mon film et ça commence. La sélection de Fabien. Eh oui, on commence avec mon film, Bobby. Voilà. Mon film, il s'appelle comment? Il s'appelle Brimstone. Brimstone, je sais pas dans quelle langue il faut le dire. En tout cas, Brimstone, sorti très récemment, puisque c'est un film plutôt récent. Oui, ça date de 2016, je crois. 2017. Regarde, ça n'a que 2 ans. Et j'en avais parlé à la radio à l'époque, brièvement. Sur Prune. Ouais, sur Prune, brièvement, puisque... c'était un film qui pour moi n'avait pas eu une très grosse distribution parce qu'il passait que dans une seule salle de cinéma à Nantes quand il était sorti. Il avait 14 ans. Et il avait eu que certains prix, il a eu certains prix notamment au TIFF, le festival. Voilà, mais c'était une grosse production, on va pas se le cacher, mais qui n'avait pas fait grand écho, en tout cas grand orage. Et c'est dommage parce que c'était un très bon film et surtout un western féminin. Injustement oublié, hélas. Ouais, injustement oublié. Donc Martin Kooloven qui n'a pas fait beaucoup de grands films, en tout cas, le plus notable, effectivement, c'est celui-ci. Il a fait un autre long métrage avant et 2 autres projets un peu plus plutôt minimalistes. Mais en tout cas, ça, c'est le premier grand film de ce réalisateur, Martin Kooloven, et qui a été notamment produit aussi en partie par la France, ce film, parce qu'il y a plusieurs producteurs français. Et oui, quand il s'agit de faire des trucs un petit peu originaux, il faut puisque effectivement, comme je te disais, c'est un western d'un point de vue féminin. Et même féministe, on peut dire. Féministe, clairement. Puisqu'il nous raconte, on est à la fin du 19e siècle, on est dans l'Ouest américain, et ça nous raconte l'histoire de Liz, une jeune femme qui vit une vie assez paisible dans sa famille, et un jour va à la messe comme tous les dimanches. Débarque un pasteur. Et débarque un prêcheur, un pasteur plutôt énigmatique, plutôt mystérieux, plutôt agressif. Et quand elle le recroise son regard, parce qu'elle le recroise, et ce n'est pas la première fois qu'elle le voit, sa vie bascule, et je ne vous en dirai pas guère plus, en tout cas dans le pitch de base. Les images parleront d'elles-mêmes. C'est que le premier chapitre. Voilà, donc effectivement, le film, est, comme tu le dis Mathieu, est découpé en 4 chapitres. Et la force du film, au-delà du casting, est géniale. On a Dakota Fanning, on a Guy Pearce, on a Kit Harington, on a, j'ai perdu la mère qui joue, celle qui joue la mère, mais je ne sais plus qui joue, c'est dans Game of Thrones, bref. Oui. On a Cersei Lannister. C'est Cersei Lannister. Sans doute, je ne regarde pas Game of Thrones. Je sais que c'est Jon Snow, Kit Harington, j'imagine, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ouais, là, j'en ai des gens qui me jettent des tomates. Et Guy Pearce, c'est le mec qui a une prothèse dégueulasse dans Prometheus. Oui, effectivement, j'avais oublié ça. Mais il a fait d'autres bons rôles, ne vous inquiétez pas. Oui. Bon, bref, en tout cas, au-delà du casting qui est génial, on a une réalisation qui est vraiment très propre, très soignée, qui reprend des codes, les détourne un petit peu aussi du western. Bien sûr. Mais le film est génial, pourquoi? Ce qui fait sa force, c'est le montage qui est complètement, du coup, désordonné. Puisque ces 4 chapitres ne se suivent pas il n'est pas linéaire le film. Plus exactement, c'est le premier chapitre qui font un peu le bordel, sinon chapitre 1, oui. 2... Donc ça fait 4, 1, 2, 3. C'est ça. Mais en tout cas... en sachant que le 4 en fait revient ensuite à la fin. Reforme la boucle. Voilà, mais voilà, sans trop vous en dire, effectivement, on commence avec un acte qui est en fait
proche du dernier acte, et ensuite on revient sur flashback, mais par chapitre, et qui est plutôt bien amené, puisqu'on a 4 tranches de vie, entre guillemets, de ce personnage. Et à chaque fois, justement, le mystère à la fois s'épaissit, mais en même temps donne plus d'indices. Grandit. Jusqu'à la révélation finale qui est assez formidable. Là-dessus, c'était vraiment un film à révélation, donc on ne va pas spoiler. Voilà. Bon, c'est féministe, c'est puissant, c'est poignant, c'est plutôt gore. À certains moments, c'est presque misandre aussi. Oui. Toi, Mathieu, qui le connaissais déjà, mais qui a pris, j'imagine, plaisir à le revoir, qu'est-ce que tu en avais pensé de ce film? Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'avais bien apprécié la tentative lorsque je l'ai vu. En revoyant, bon, il y a encore des défauts qui, moi, me touchent, parce que bon, c'est un film quand même qui est sorti avant l'affaire Weinstein, mais déjà, c'est dans cette vague justement de dénonciation de la violence faite aux femmes, puisque justement le personnage principal s'en prend tellement plein dans la gueule. Je veux dire, un personnage comme ça, oui, effectivement, ça donne des envies de remettre la guillotine juste pour certaines couilles à couper. Mais quand même, il y a quelques personnages masculins qui sauvent le tout. Et plus généralement, que ce soit au niveau technique ou au niveau, donc tu l'as dit, de l'interprétation là-dessus, je n'ai rien à redire. C'est un film qui est très bon, qui va vraiment au maximum des capacités techniques. Même du technique et du genre en fait du film, parce qu'on est proche aussi, du polar limite dans le film, du film d'horreur. On est vraiment dans le. C'est ce qui se met en fait dans la tradition du western crépusculaire quand j'ai évoqué tout à l'heure, parce que justement c'est un film où la conquête de l'Ouest n'est plus le sujet du mythe, mais là plutôt quelle est la vraie valeur des États-Unis à travers justement une dénonciation de ce qui se passe dans les États-Unis. La condition de la femme, parce que clairement le film est centré. Et la condition de la religion aussi. Et la religion, effectivement. C'est la religion qui vient pourrir un petit peu tout. Ce prêcheur a une métaphore assez puissante dans le film, puisque même s'il est du côté obscur, on va dire, de la force, on va décrire et montrer ce personnage comme un petit peu l'entité diablesque qu'il peut représenter, et en plus un mélange plutôt acerbe entre la religion, effectivement, et les envies de vengeance d'un homme aussi. Et aussi devant l'étau impitoyable de la justice quand justement on n'a pas beaucoup de capacité d'enquête, qui fait qu'on ne peut avoir qu'une vision partielle, et c'est nous, spectateurs, qui avons la vraie vision totale, qui pouvons dire ce qui est bien, ce qui est mal, mais on voit que des gens qui vont faire une action terrible, je ne dis pas laquelle, mais qui sont de bonne foi, Et un autre truc qu'on peut noter, c'est qu'effectivement ce film, en fait, en le revoyant, là c'est peut-être la 4e ou 5e fois que je le voyais, on peut noter que c'est un film qui n'a pas de morale. Je trouve qu'à la fin du film, moi je ressors pas avec une morale. Je me dis effectivement ce personnage n'a pas eu de chance, a eu une vie très compliquée, a essayé de se battre et a été une battante toute sa vie, pour protéger en tout cas sa famille, en tout cas ses proches. Mais au final, tu dis, c'est plus, c'est arrivé comme ça, c'est la vie. Voilà, c'est effectivement à ce niveau-là, parce que je n'ai pas une récompense, une happy end, mais pour moi, le fait que justement on donne une solution au dilemme moral, c'est-à-dire qu'on ne pose pas la question, pour moi un film qui n'aurait pas de morale, c'est un film où justement on ne peut pas dire qui est bon, qui est mauvais, et qu'on se retrouve avec une solution peut-être solutionnée, mais qui laisse encore beaucoup de zones d'ombre, parce que là, il n'y a pas de zone d'ombre, on a toutes les réponses, et on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Donc là-dessus, il y a une morale, puisqu'on dit, effectivement, il y a tels éléments qui ont détruit, et qui sont à éviter. Je me reprends, il est fataliste, avec une morale. Oui. Et il y a un autre qui s'en prend plein la gueule, mais c'est dans mon film. C'est dans ton film, effectivement, parce que on parle du tien maintenant, c'est parti, on partage le bétail. La sélection de Mathieu. Alors Mathieu, on parle de quoi? On va parler de Keoma, un western italien, donc un western spaghetti. Alors, il date de quand celui-là? 76. 76, alors là, c'est pas comme Brimstone, c'est pas récent. Non. Ça se voit que ça date un petit peu, mais c'est surtout intéressant parce que c'est vraiment un western italien. Et là, c'est pour soutenir un petit peu ma thèse, que en fait, les Italiens, que ce soit le Bon, la Brute ou le Truand ou Keoma, en fait, ce qu'ils montraient, c'était des contes de fées, mais donc un réalisme magique, mais avec donc l'Ouest sauvage comme décorum. Donc il s'agit de Keoma de Enzo G. Castellari. Enzo Castellari, c'est un réalisateur qui, comme tous les réalisateurs italiens de cette époque, tournait la chaîne. Et, il a fait énormément de merde, mais il a fait aussi
quelques chefs-d'œuvre, dont Keoma, qui est un excellent film, donc avec Franco Nero, qui a une des plus grandes têtes du western spaghetti, ouais. avec justement des gens comme Rex Harrison ou encore Clint Eastwood, évidemment. Donc il y a aussi Woody Strode. Alors de quoi ça parle? Ça parle, oui. Alors dans une région ravagée par la peste, on ne sait pas laquelle exactement, et une ville qui est sous le contrôle d'un petit tyranno local issu de la guerre de sécession, l'homme Keoma revient chez lui. C'est un métis, donc moitié blanc, moitié amérindien, et qui est confronté à ses 3 demi-frères qui sont dans la bande du méchant tyran local. Et donc Keoma décide aussi de porter secours à une femme enceinte qui allait être enfermée puisqu'elle est censée être malade de la peste. Et c'est un film qui est hyper désespéré, mais qui en même temps est génialement mené, je trouve. Mais je me tourne vers toi. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce film? Je ne le connaissais pas. Ah. Et je suis malheureusement pas très calé en western. J'ai beaucoup de classiques à me refaire. J'en ai pas vu beaucoup. Donc du coup voilà. Mais il a cette bonne odeur, cette bonne crasse, cette bonne transpiration qu'a le western spaghetti, en tout cas le western classique, j'ai envie de dire, qui est pour moi un peu le western classique. On a tous les codes, on a tous les personnages, on a tous les archétypes possibles et imaginables. Et non, j'ai pas été déçu. Voilà, j'ai pas non plus. C'est pas mon western préféré, je pense, de ce que j'ai vu, mais on retrouve le goût de faire du cinéma quand on voit ces films-là. Je trouve qu'ils arrivent à mettre en valeur les personnages, même si ça a un peu vieilli, on est en 76 hein, forcément, on arrive à remettre au goût du jour un petit peu. Donc, quand on voit ce film, on dit on savait faire quand même du cinéma, on savait prendre les codes, les utiliser, là assez classiquement, mais d'une certaine subtilité quand même. Et voilà, on retrouve des personnages qui sont plutôt forts, les personnages principaux. Le personnage joué par qui joue Franco Nero. Tu as Woody Strode qui joue George. Ouais. Ensuite, malheureusement, les noms. Mais voilà, j'ai pas les noms. Moi, il y a juste un mystère qui reste dans le film et qu'on n'a pas réussi à savoir. C'est la place du personnage qu'a cette vieille dame qui trimballe sa charrette tout le long du film. C'est le seul mystère et je vais te la poser en direct. Mathieu, ce personnage, c'est qui? Alors pour ça, il faut que je te pose moi une question. Ah. Est-ce que tu as remarqué qui est Keoma? Je veux dire, au niveau du personnage. L'acteur principal, oui. Non. C'est quel type de personnage? C'est quel personnage? C'est le sauveur. Oui, c'est le Christ. Parce que justement, Keoma, c'est pour ça qu'il était... il a été crucifié à un moment dans le film. D'accord. C'est parce que justement, là, c'est le truc typiquement italien. Les Italiens ont comme beaucoup de pays catholiques, une tradition à la fois de christophile, c'est-à-dire ils aiment le personnage du Christ, mais en même temps ils n'aiment pas l'institution catholique, et donc se font facilement égratiner. Et là c'est le cas, puisque en fait Keoma c'est une relecture du Nouveau Testament. Ce qui est assez rigolo parce que donc Brimstone c'est une relecture de l'Ancien Testament, oui. Puisque justement on avait sur un personnage qui veut refaire la pureté raciale, etc. Donc l'idée des Israélites en entrant à Canaan. Tandis que Keoma, justement c'est un Christ obscur, c'est un Christ qui un petit peu à la manière de la dernière présentation du Christ. C'est pour ça qu'on ne sait même pas son passé, d'où il vient. Au début du film, c'est vrai que c'est un peu un mystère aussi. Mais ça vient et on découvre petit à petit. Mais surtout, donc, c'est un rédempteur violent, mais c'est aussi quelqu'un qui se sacrifie à la fin et surtout qui a cette phrase à la fin. Je ne fais pas un spoil, mais cette phrase m'a mis un petit peu des frissons. C'est personne n'a besoin de qui que ce soit. C'est un homme libre. C'est assez extraordinaire quand il parle d'un personnage qui apparaît à la fin. Ouais. Et justement, c'est ce personnage de la vieille femme, il se trouve que c'est à la fois la mort, le diable, mais c'est aussi l'espérance. Voilà, moi je l'avais pris un petit peu comme, mais très légèrement, comme pas la faucheuse, mais la personne qui est constamment là, qui est derrière toi, de dire tu vas peut-être mourir, tu vas mourir. Et surtout, tu vas tuer. Tu vas tuer. Bon, voilà, puisque justement, j'ai gagné à Paris. Keoma apporte la mort au lieu d'être justement le chemin et la vie, comme disait le Christ, mais il est quand même celui qui amène la rédemption face aux pharisiens que représentent les 3 frères, donc les 3 demi-frères de Keoma. Évidemment, il y a le Père qui est donc Dieu le Père, puisque c'est celui qui est apprécié, qui
crée la vie justement, qui ensemence la terre. Que tout le monde aime Voilà. et que tout le monde nie quand il est vivant. Oui. Une fois qu'il est mort, c'est un désastre. Voilà, mais et que tout le monde essaye de récupérer Ouais, aussi. bien Et sûr. donc, quand on voit ce message-là, ça donne une puissance à l'heure. Et malheureusement, Castellari, à mon avis, a fait un peu comme Johnny To. Il a tourné plein de films pour financer celui-là, pour bien faire celui-là. Et il a réussi parce que ce film est vraiment tellement bon. Enfin, personnellement, Je pense que tu as donné envie aux gens de le voir et même moi, j'ai envie de j'espère, le revoir. j'espère. Donc, en ayant vraiment cet aspect dans la tête. Donc voilà. Donc non, c'est 2 westerns qu'on vous conseille. Un très classique mais qui a le bon goût et un plutôt contemporain avec des très bonnes idées. Donc, Et qui, et dans les deux cas, qui joue avec les codes. Parce que quand on pense western, on a forcément des codes. idées en tête. Voilà. Vous l'avez Là, vu dans le sketch oui. de là, voilà, on part sur des codes de base. Mais qui sont là. Bon, et ben Certes, très bien. utile. En tout cas, nous, on aime la confrérie, on aime les demi-frères Ah, et oui. demi-sœurs. On va inviter des confrères. Et on ne veut pas les tuer. Non, on va pas les tuer. On va partager nos terres. Voilà. Ok. Eh ben, on accueille nos invités du jour de ce mois-ci. L'invité du jour. Et on est de retour avec nos invités du mois, tels que Julien Bellamy et Kevin Mouly. Eh ben, on est très content on est très content de vous accueillir sur ce plateau puisque vous faites partie d'un collectif nantais qui s'appelle, attention, la Schlagbox. C'est pour savoir si Mathieu suivait. Faudra qu'on s'explique pour ça. Ouais, vous nous direz pourquoi ce mot. Donc je vais définir rapidement la Schlagbox et puis vous nous en parlerez tout le long de l'interview en profondeur. C'est un collectif de créateurs 100% nantais qui partagent et s'entraident pour permettre au projet de chacun de voir le jour. Ça peut toucher autant le cinéma, la musique, le théâtre et même l'événementiel. Exactement. On se limite pas, c'est-à-dire qu'on se met sur tous les champs où les vidéastes peuvent intervenir. Il y a des vidéastes partout, dans la musique, dans l'événementiel, dans la vidéo, évidemment, dans le cinéma. Donc on essaye de se limiter sur rien du tout. Très bien. Bah, D'accord. parfait. Du coup, j'ai présenté le collectif, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes. En tout cas, donc, on va préciser que vous êtes 4 créateurs, en tout cas 4 à avoir eu l'idée, on va dire, de ce collectif. Donc Julien, Kevin, on a eu Cédric et l'autre qui est avec nous, j'ai perdu son, et Romain, j'ai encore perdu son prénom. Vous voyez pas, mais il est très très beau. Il est avec nous, donc voilà, vous êtes 4 à la base à avoir créé ce collectif. Mais moi, en tout cas, en quelques mots, j'ai envie de vous présenter un petit peu votre parcours, on va dire, artistique avant d'arriver. Nom, prénom, profession. Avant d'arriver dans la tête là. à la Schlagbox. Alors bonjour, donc moi c'est Kevin Mouly et donc en tant que créateur on va dire j'ai surtout plutôt participé à des projets que des amis ont créés, donc notamment avec Romain qui a créé justement la web série qui est basée sur l'univers de Lovecraft et le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Donc moi j'interviens en tant que joueur sur cette web série. Donc c'est un petit peu dans le format comme un petit peu aventure. Voilà, sauf que justement c'est dans l'univers de L'Appel de Cthulhu quoi. Aventure, c'est une série de jeux de rôle sur la chaîne Bazar du Grenier. Voilà, c'est ça. Tandis que là, Donc, par qui contre, est masterisé par Maya, alors que là justement c'est sur L'Appel de Cthulhu qui était édité par Feu sans détour. À ton âme. Donc là, c'est sur la chaîne Romain Moyon et ça s'appelle donc C'est les aliénés de Cthulhu. Voilà. De toute façon, on mettra tous les liens en description. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout retrouver. Et Très donc bien. voilà, moi c'est surtout en tant que joueur sur cette web série. Après, j'ai vraiment commencé à participer sur le. On s'était retrouvés justement pour faire le court-métrage justement d'introduction de la saison 1, donc qui se passait dans les années 20 où justement l'affaire Green. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment mis un premier pied, on va dire, dans le côté réalisation, entre guillemets. Et au fur et à mesure, justement, des projets qui sont en train d'avancer, on a vraiment des projets qui sont de plus en plus aboutis et qui peuvent justement partir sur une création plus longue et plus technique. Et c'est ça qui va être intéressant, justement, à l'avenir, quoi. Donc, on va passer à Julien, d'où viens-tu, Julien? Qui es-tu? Eh bien, qui je suis Je suis Julien Bellamy et en gros, moi, je fais de la vidéo depuis que j'ai 15 ans, si on peut résumer ça comme ça. J'ai commencé sur des logiciels où il y avait un titre en plein milieu qui me disait « Tu n'as pas le droit d'utiliser ce logiciel pour faire tes vidéos. » si, si tu as le droit, mais tu auras un vieux texte en plein milieu. Il y a encore des gens qui font ça aujourd'hui. Et il y a encore des gens qui le font, mais moi je l'ai fait quand j'avais 15 ans et j'ai toujours été passionné de la vidéo. J'ai accepté de faire des études juste pour aller à Nantes pour découvrir ce monde de vidéo. J'ai rencontré Joli Môme, qui est une association qui m'a accueilli en tant que vidéaste. Et j'ai totalement arrêté les études pour me
plongé là-dedans, dans cet univers de vidéo. Et Joli Môme m'a accueilli, m'a formé. Puis je suis parti à Paris, où j'ai fait cette fois-ci de la musique, tout le temps en gardant cette vidéo à côté. J'étais manager artistique et je me suis spécialisé dans le digital, ce qui m'a donné l'amour d'Internet et ce qui m'a donné envie de faire et vidéo, et musique, et Internet. Donc voilà, de cumuler ces 3 passions ensemble. Donc voilà. Donc nous, on t'avait déjà croisé avec Mathieu. En tout cas, nous, je te connais de Joli Môme à la base, effectivement. Et surtout du Club du Short. Oui, De la fameuse ancienne émission qui est maintenant terminée, malheureusement. Exactement. Tu étais présentateur avec ton copain. Avec Jean-Baptiste Gabot. Jean-Baptiste. Gabot, c'était une émission qui avait pour ambition justement ce qui nous plaît, de montrer ce qui se fait en termes de vidéo dans la dynamique nantaise de sa région. Et donc, du coup, ça a duré 2 ans, je crois. Oh ouais, bien. C'est ça, 2 ans. Ouais. Et c'était génial, cette ambition de montrer les choses, et nous, c'est ce qu'on fait encore. Bah, c'est un peu eux qui nous inspiraient sur le côté interview, parce qu'en fait, on interviewe un peu les mêmes personnes, parce que c'est les acteurs au sens large du cinéma nantais. C'est en gros une sorte de grand frère, quoi. C'est ça. C'est très gentil. C'est ça. Donc on te connaît effectivement de là. Très bien, et on continue maintenant avec le vif du sujet, avec Mathieu et sa deuxième question. Ok. Ouais, c'est une question un petit peu simple. C'est quelles restrictions vous vous donnez pour Hashtag Box? Quelles sont les limites à ne pas dépasser? Parce que bon, vous êtes jeune, vous êtes libre, vous êtes créatif, mais est-ce que vous avez un cahier des charges particulier? Et est-ce que vous avez des trucs que vous ne faites pas simplement? Bah après, des limites en termes de sujets, en termes de sujet, De format peut-être, d'idées conceptuelles. Après, c'est vrai qu'on avait dans Nous, on prend tout, hein. on avait dans l'optique justement de partir sur vraiment le format internet, vraiment. Donc c'est vrai que dans le milieu, on va dire, de YouTube, c'est quand même des formats qui sont relativement courts quand même, mais cela ne nous empêche pas non plus de penser justement à des projets qui peuvent être beaucoup plus longs et tout aussi intéressants justement. Exactement, en fait en gros on n'a pas de limite. Franchement il n'y a aucune limite à avoir sur internet, parce que comme on peut le voir, internet c'est des longs métrages également, en plus des courts métrages, il n'y a pas de limite vraiment, mais on veut toujours qu'il y ait un aspect créatif, c'est-à-dire qu'on on prendra pas par exemple de projet où par exemple si c'est du unboxing ou si on présente un slip qu'on a été acheté à n'importe quel truc, non ça c'est pas, en fait c'est pas l'ambition du projet, le projet c'est de permettre aux créatifs de créer. Donc tout ce qui n'est pas créatif par définition, bah du coup ça on pourra pas, ça sort de ce qu'on veut faire quoi. Dommage, on voulait faire l'unboxing de la VHS. Bah faut le faire, le faire. Après par créatif, quand on parle de créatif, c'est vraiment comment dire, avec le côté réel, presque court métrage on va dire. Par exemple, c'est vrai que s'il y a un chroniqueur sur un thème quelconque, ça peut être sur du cinéma, ça peut être justement sur l'histoire, ça peut être sur n'importe quoi. S'il y a justement une intention de créer justement des parties court-métrage pour entrecouper l'aspect analyse et critique, c'est tout aussi intéressant en fait. C'est à partir du moment où quand on parle de création, c'est vraiment de mise en scène, de travail de recherche sur le son, la lumière, même sur l'écriture, de la manière dont c'est tourné, les plans et tout ça quoi. C'est ça qui est intéressant vraiment dans l'aspect quand même cinématographique de la chose. Donc là on est en février 2019, le collectif est tout jeune en fait, j'ai envie de dire, c'est né quand, pardon, en décembre, janvier. janvier. Juste de dire nos premiers mots, hein. Là c'est vraiment tout jeune, et on a commencé. L'idée a mûri il y a à peu près 5 mois, 4 mois, c'est à peu près ça. Et on s'est réellement créé, c'était en décembre, où on a fait le premier rassemblement des vidéastes. Ça avait déjà d'ailleurs ce nom, Rassemblement des vidéastes nantais, ça faisait hyper institutionnel alors que ça l'était pas du tout. Mais c'était ça, c'est en décembre que ça a commencé. Et donc oui, on est un tout jeune rassemblement. Et on a tout à prouver et tout à faire quoi. Donc vous aviez fait un événement sur Facebook, tout simplement, pour ramener la plupart des créateurs vidéastes nantais. Comme en fait c'est un microcosme, en fait tout le monde se connaît un petit peu justement dans la sphère de la création de vidéos à Nantes. Donc voilà, par le bouche à oreille, il y a pas mal de personnes qui sont venues justement pour ce rassemblement. Et le but était vraiment d'essayer de fédérer, de créer un groupe justement pour partager des connaissances, partager justement des projets, du matériel. C'est pour ça qu'il y avait justement ce principe de liste qu'on voulait mettre en place, accessible à toutes les personnes qui voudraient intégrer le collectif pour justement avoir des ressources, que ce soit aussi bien des ressources humaines comme logistique ou matériel, technique, tout ça quoi. Cool. Très bien, très bien. Moi j'ai une question qui m'est venue en tête du coup en apprenant votre venue, c'est votre collectif, en quoi il se démarque, ou il va se démarquer en tout cas des autres collectifs qui existent à Nantes, parce qu'il y en a quand même quelques-uns d'autres. On parlera tout à l'heure, j'imagine, du Curé Club qui est
peut-être le plus connu à Nantes indirectement, ou des autres associations audiovisuelles nantaises. Qu'est-ce qui peut se démarquer ou qu'est-ce que vous voulez qui se démarque par rapport aux autres? Eh ben, la différence, c'est surtout que ça va être géré par les vidéastes, pour les vidéastes, et ça va être vraiment fait dans un système d'échange. En fait, en gros, on a un gros problème à Nantes, et qui est vraiment sincère. Les gilets jaunes. Ah non, pas ça. Merde, je suis trompé. Coupure de montage. Non, on ne coupe pas, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tout le monde. Alors, on a un gros problème, en dehors de ça, on a un gros problème, c'est qu'on se tire dans les pattes. Et on a donc du coup, par contre, plein d'associations qui sont là pour la vidéo, qui sont là pour entraider. Mais le problème, c'est que les intérêts de certains vidéastes passent au-dessus des intérêts des autres. Dès qu'on a, j'ai l'impression, des subventions ou des moyens pour faire des choses ici, on essaye de sectariser ce moyen et de le faire pour les projets de ceux qui ont participé directement à la venue de ce moyen. Et non, nous, l'ambition, c'est que si on a la chance d'avoir du budget, des choses pour aider les créateurs, comme nous-mêmes, on est des vidéastes et on connaît la galère de porter un projet de A à Z, du financement, de la production, du tournage, de toute l'organisation. Et comme nous, on connaît cette galère, on n'est pas des administratifs, je dirais, on n'est pas des mecs qui sont derrière un bureau, on est sur le terrain, on est avec les vidéastes, donc on comprend leur galère. Et on veut que répondre à toutes les questions dont ils ont besoin. En fait, tout ce qu'ils ont besoin, on a envie de se dire, nous on a vécu les mêmes galères et donc on va répondre à n'importe quelle demande et on va pas sectariser la demande, on va pas sectariser ce qu'on veut faire, quoi. On veut s'ouvrir. Et à Nantes, j'ai l'impression qu'on a du problème à s'ouvrir à tous les vidéastes. Très bien. Bon, on arrive à la question la plus importante, c'est qui a été polémique avant le tournage de cette interview, j'imagine. Gilet jaune. Non, pas celle-là. Encore Donc c'est pas le foulard rouge. Non, non, c'est ce qui est le plus important. Puis je pense que c'est aussi votre premier palier pour ce début de ce collectif. C'est quels sont vos futurs projets en tant que ceux qui vont arriver. Alors vous êtes teasés entre vous. Il y a des non-dits, il y a des on-dits. On ne sait pas tout et on ne saura peut-être pas tout. Mais ça ne nous regarde pas tout de suite. Qu'attendez-vous de cette première année? Mais en tout cas, quels sont les projets qui vont arriver? Essayez de nous teaser un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Alors, si je dois résumer, on veut... En fait, voilà, l'ambition, c'est de marquer vraiment un step à Nantes. C'est-à-dire que maintenant, on veut être on veut être un pôle pour les vidéastes. Et nos projets futurs, je pense, vont aller vers cette envie. Et il y a peu de temps, on vient de réaliser qu'on pourrait mieux faire les choses parce qu'on a une opportunité. Je pense que voilà, il y a beaucoup de... On va le savoir d'ici les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est silence radio. Voilà. C'est imposé par pas mal de monde. Mais c'est pas... on vient pas de racheter TF1, je vous préviens. Mais Savez-vous, vous êtes mystérieux. c'est exactement ça. Mais C'est par pas la contre, chaîne que j'aurais racheté c'est ça. personnellement. Non, mais je comprends. Mais on va avoir les moyens de nos ambitions. Voilà, si je dois le dire comme ça, on va avoir les moyens de nos ambitions et on va pouvoir faire en sorte d'être une petite terre d'accueil pour tous ces vidéastes qui sont ici, qui ont envie de créer dans leur chambre, mais pas seulement. Parce qu'il y a plein de vidéastes à Nantes qui sont dans leur chambre et qui se disent j'aimerais bien en sortir en fait. Mais quand je vais taper à la porte d'un tel, il dit oui, il faut attendre les subventions, ça va prendre 6 mois. Alors après, peut-être qu'on aura un budget pour ton film et encore. Et voilà. Et en fait, nous, maintenant, on peut prétendre à nos ambitions et ça va arriver très bientôt. Donc si je traduis un événement alors, particulier. Oui, mais voilà. Je suis bon en traducteur. Il me cherche. Ils n'ont pas parlé de film. C'est la dernière chose qu'ils disent dans leur... qu'on puisse aussi participer. Non, ils ont parlé de cinéma, musique, théâtre, indirectement, l'événementiel. Je pense que c'est ça. En fait, là, on parle pas d'un projet. C'est-à-dire que les projets vont venir grâce à ça. On a eu une possibilité. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je veux pas l'annoncer maintenant parce que en plus, peut-être que quand ce sera diffusé, peut-être que tout le monde le saura déjà. Et en fait, je fais un faux teasing parce que terroriste. non, pas encore. Et là, on vient de se faire bannir. C'est bien. Ça y est, on est striké, Mathieu, merci. Démonétisation, merci. On n'est pas monétisé, on s'en fout. Oh, bah c'est bien là. Le YouTube Money, on le crée. Sur un degré de 1 à 10, à quel point ça va être bien? 12. C'est bien. En vrai, non mais. On voit réellement- et là, on voit l'ambition. Et c'est ça qui est important. mais réellement, c'est vrai que c'est une opportunité Donc, qui plus que va, 12. voilà, qui va être très très intéressante pour tout le monde. C'est horrible, ça, je suis bien. Ouais, mais que ça pour nous. Non, écoutez, Et c'est pour pas aussi, grave. voilà, que ce soit pour nous, tout comme pour justement les gens qui vont rejoindre les différents Et projets. tiens, du coup, je reviens à une question, mais est-ce qu'il y a des projets ou des envies qui liés à des membres autres que vous, les créateurs, on va dire de base, qui sont venus dans les réunions, qui sont mis en avant?
Oui, bah justement, déjà rien que le fait, comment dire, sur la page Facebook donc, de la Flagbox, de temps en temps, on voit justement, enfin même assez régulièrement, on voit voilà, on a envie de faire un tournage pour tel ou tel projet, tout ça, on aurait besoin éventuellement de matériel, de techniciens et tout ça, voire même de figurants. Et voilà, c'est des projets qui se font genre dans le mois qui vient, ou alors c'est même carrément le week-end qui suit. Donc ouais, il y a une dynamique qui s'est vraiment créée. On ne pensait pas qu'en aussi peu de temps, il y aurait des gens qui justement voudraient communiquer à ce point-là et partager des projets aussi vite, quoi. Et justement, c'est grâce à cette dynamique, grâce au fait qu'en 2 mois, on a eu un peu plus de 100 vidéastes qui ont rejoint le groupe. Grâce à ça que certaines personnes nous ont dit mais c'est cool en fait ce que vous faites, peut-être que ça peut être une alternative. Parce qu'en 2 mois, on a eu 100 personnes qui sont venues nous voir en nous disant c'est vrai que on aimerait bien un peu souffler et avoir un réseau et travailler ensemble un peu au lieu de se tirer dans les pattes. Et du coup, je pense que c'est ceci amène cela en fait. C'est vraiment, même si l'asso a dit ses premiers mots comme on l'a dit tout à l'heure, en 2 mois, elle a, pas grâce à ses créateurs, mais grâce au potentiel de vidéos de Nantes, elle a fait ses premiers pas et c'est grâce à tous les vidéastes, c'est grâce à ceux qui participent à la vraie dynamique nantaise, c'est eux. Voilà. Bon, c'est une note pleine d'espoir. Hein. Il parle un peu comme un politique quand même. Bah oui, bel ami. Ouais, voilà, forcément. C'est vrai. Attends, c'était quoi cette réflexion? C'est un excellent bouquin, remarque. Ah oui, d'accord, ok. Oui, référence politique, c'est Mathieu. Il faut voir avec Mathieu. Bon, en tout cas, on souhaite beaucoup de projets, d'envie et de longue vie à ce collectif. Peut-être rendez-vous dans un an, on verra peut-être ensemble, je sais pas. Sentir à l'Élias de Voilà. Mais en tout cas, on attend ce tremplin, entre guillemets, prochainement. Et puis, pour vous retrouver, il y a la page Facebook donc de la Schlagbox, on les mettra en description. Et du coup, un groupe après ouvert, un groupe privé, un groupe fermé. Alors, en fait, il est Ouais. il est fermé, mais dès qu'on voit, en fait, on évite de trop l'ouvrir pour pas avoir les milliers de publicités ou les milliers de. Qui est quand même un groupe qui soit un peu sérieux pour les vidéastes. Mais par contre, donc les deux liens, voilà. Donc la vitrine qui est la page Facebook et le groupe de travail entre guillemets d'échange. C'est juste de la modération soft, quoi. Voilà. Donc on mettra les liens, vous pourrez largement adhérer et dépasser ces 100 membres, j'espère, défoncer le compteur. Pourquoi la Schlagbox? J'ai pas passé à côté. On dépasse un peu le timing, mais c'est pas grave. Pourquoi la Schlagbox? Allez, ouais, je te le. Pourquoi la Schlagbox? Déjà, quand on est arrivé devant Romain et Kevin avec Cédric, on avait envie d'appeler la Schlagbox, et ils ont dit non mais sérieux. Et en fait, l'idée c'est parce que avec Cédric, depuis qu'on est ensemble depuis le début, tout ce qu'on fait, on l'appelle Schlag, mais Schlag c'est pas. Pour nous, c'est pas en mauvais sens en fait. C'est-à-dire que c'est faire des choses avec rien. Cédric a eu 60 000 abonnés en ayant une caméra qui avait un objectif qui tenait avec un scotch. C'est vrai. Ses lumières pour son fond vert tenaient avec des balais. Et il a eu 60 000 abonnés. Et nous, Schlagbox, pourquoi? Parce qu'on voulait revenir à cette simplicité qui parlait à tout le monde. Et le côté Schlag, pour nous, il est pas négatif. Au contraire, moi, si tu me dis, je tourne avec une caméra qui tient sur, je sais pas, la dinette de ma petite sœur, un truc comme ça, et ben moi, ça me plaît, c'est ça qui me plaît. D'accord. Donc Cédric qui est un youtubeur nantais qui vulgarise les dinosaures et tout l'univers paléontologique. C'est dur à dire. Paléontologique. Je voulais être paléontologue pourtant, mais bon. Ça fait 150 On mettra aussi son lien avec plaisir dedans. Ouais. Bon, et on était très content de vous accueillir. Merci pour votre enthousiasme, votre bonne humeur et votre énergie. Mais tout n'est pas fini puisqu'il reste encore à piocher le thème du mois prochain. Effectivement. Comment t'as fait pour tenir dedans? Je croyais vraiment que t'avais les papiers depuis le début dans la tête. Non. On le fera peut-être une fois. C'est pas un peu crade quand même? Non. Enfin, tu vas pas faire des coups. Tadam. Allez, qui a la main innocente? Allez, vas-y. Kevin. Allez, mon jeune. Quel sera le thème du mois prochain? Zidane. Oh non. Le film musical. Le film musical. Et bien, on parlera de film musical. Ou comédie musicale, c'est le lien n'est pas loin. Il y a un drame. Effectivement. Donc voilà. Et ben écoutez, on vous remercie d'avoir été avec nous les gars. Merci à toute l'équipe qui est aussi derrière. Merci beaucoup. On embrasse aux spectateurs aussi. Aux spectateurs ce soir. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour parler de films musicaux, toujours dans la gaieté et dans la bonne humeur. Et Mathieu, je vais faire le mot de la fin puisque le dernier tu m'as un peu déçu. Oh. Non, tu t'as dit on se retrouve sur monstudio.tv. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça fait plusieurs mots, je sais. Ouais, c'est vrai. Bon allez, je te laisse une dernière chance. Mais non. Vas-y. Vas-y. Non, ensemble? Oui. T'es prêt? Allez.
3, 2, 1. Au mois prochain. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Allez. 3, 2, 1. Ciao. VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.